On va parler d'e-réputation. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Rissohan et je suis consultant formateur en transformation digitale. Et je vais partager aujourd'hui avec vous une réflexion sur l'e-réputation. Je pense que ce forum est là pour que vous trouviez un emploi dans les meilleures conditions. Et pour ça, on m'a proposé d'intervenir sur ce sujet. Alors pour pouvoir commencer d'une manière sympathique, je vous propose de vous connecter sur le Wi-Fi. Et on va faire un petit jeu. Donc ça, c'est une chose qu'on va faire tout de suite. Et puis, pendant la petite présentation qui va durer 30 minutes, si vous avez une question, vu que ça va être assez court, 30 minutes, vous pouvez la poser sur Twitter avec le hashtag #irréputationlyon1. Donc si vous posez votre question sur Twitter avec le hashtag #irréputationlyon1, la question s'affichera ici. Alors, pour pouvoir jouer ensemble, il va falloir que vous alliez sur un site internet qui s'appelle Kahoot. Alors, je vais vous le mettre tout de suite. Tac. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Tac. Alors pour le jeu, je vais me mettre en plein écran, puis on reviendra après sur le reste. Alors pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut aller sur le site kahoot.it, K-A-H-O-O-T. Donc je vous invite à vous connecter sur kahoot.it, comme c'est écrit en haut. Ensuite, il va vous donner un code, il va vous demander un code, donc il faudra le mettre ici. Et puis, il va vous demander votre prénom, votre nickname, donc je vous laisserai le faire. Voilà. On va jouer à ce jeu-là pendant à peu près 10 minutes, on va aller vite, parce qu'il faut quand même que je vous dise quelques petites choses en plus du jeu. Allez, on attend les derniers. Voilà. Je ne sais pas combien on est dans la salle, mais on doit être à peu près 25-30. Voilà, parfait. Notez bien le code. J'attire votre attention sur le fait que si votre smartphone se met en veille, vous risquez de perdre la connexion, donc faites attention. Ne vous faites pas avoir par la mise en veille de votre smartphone. J'espère que vous êtes tous connectés. On va lancer le jeu. Je vous explique rapidement les règles. Il y a 10 questions. Pour chaque question, il y a 4 réponses possibles. Les réponses sont affichées là. Elles sont d'une certaine couleur, rouge, bleu, jaune, vert. Si vous estimez que la meilleure réponse, c'est la rouge, vous appuyez sur rouge sur votre smartphone. Celui qui répond le plus vite a plus de points. C'est parti. Première question, qu'est-ce que l'e-réputation? Les réponses apparaissent en bas et je vous laisse répondre. Répondez le plus vite possible, mais le plus juste possible. Vous êtes trop loin? C'est ça? Eh bien, approchez-vous. Vous êtes tout au fond. Il y a plein de places devant. Allez, je passe. Ceux qui n'ont pas répondu, dépêchez-vous. Allez, je passe. Voilà. Effectivement, l'e-réputation, c'est la réputation électronique. Le reste,
est englobé par l'e-réputation électronique, mais c'était bien la réputation électronique. Stéphanie l'emporte et on continue, on passe à la question 2. Si je googlise quelqu'un de connecté, qu'est-ce que je peux trouver ? Allez, allez, dépêchez-vous. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Dépêchez-vous. Allez, je vais passer pour avancer. C'est fini. Donc, la réponse, c'était les 4. Vous avez tous forcément juste pour ceux qui ont joué. L'idée de cette question, c'est de vous faire prendre conscience que le moindre j'aime que vous allez mettre sur YouTube, on va le retrouver. Je ne me suis pas présenté dans les moindres détails parce que je n'ai pas vraiment le temps de le faire, mais je fais énormément de recrutement. Et quand je recrute les gens, souvent je tombe sur le contenu qu'ils ont liké sur YouTube et les commentaires qu'ils ont mis sur YouTube. Donc faites attention à la vulgarité que vous utilisez et surtout les propos orientés, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la nature. Stéphanie tient la main, mais c'est serré. On passe à la question 3. Par quoi se résume mon e-réputation ? Très bien, vous avez tous répondu juste, il n'y a pas de débat. Le sujet, c'est bien l'image que vous dégagez sur Internet. On continue. Ah, le classement a changé. Si je gère mon identité comme une marque, je fais quoi? C'est un concept. Est-ce que vous connaissez ce concept? Allez, allez. C'est fini. Je passe. Dépêchez-vous. C'est du personal branding. Voilà. Si on devait définir le personal branding, c'est finalement donc, la marque que vous représentez au travers de votre personne. On va prendre des exemples simples. Je vais prendre Cyprien, par exemple, le copain de Norman sur YouTube. C'est un jeune homme qui véhicule une marque, en l'occurrence la marque de l'adolescent qui a pris une forme de maturité et qui, désormais, fait de la publicité pour le CIC. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé de faire de la pub pour le CIC, mais il faut bien avoir en tête que la cohérence globale des éléments qu'on va retrouver à votre sujet sur Internet, ça constitue en soi une forme de marque vous concernant. Qu'est-ce qu'une digital footprint? Donc là, si vous êtes un petit peu doué en anglais, vous aurez la définition. Allez. Très bien. Une trace que je laisse sur Internet. Donc pourquoi ce concept? Eh bien, imaginez-vous une trace de pas dans une dalle de béton qui vient d'être coulée. Ben, vous imaginez que ça ne partira pas. C'est à peu près ce qui peut se passer sur Internet. Parfois, vous arriverez à faire supprimer les informations, parfois, vous n'y arriverez pas. Et il y a un autre phénomène sur Internet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle l'effet Streisand. En gros, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas être content, vous allez tout faire pour faire en sorte qu'il disparaisse, et en fait, vous allez tellement mettre d'énergie pour faire disparaître cet élément qu'au contraire, vous allez le faire remonter sur Google. Donc attention à ça, attention à tout ce que vous faites sur Internet, ça laisse des traces qui ne sont pas foncièrement indélébiles, mais de par la manière dont vous allez les gérer par la suite, peuvent
prendre une forme indélébile. Si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sur les réseaux sociaux? Allez, allez. Bien. Il y aura des traces de moi de toute façon. Donc ça répond typiquement aux remarques qu'on peut avoir parfois quand on fait des formations sur les réseaux sociaux. On a parfois des gens qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas aller sur Facebook, je ne veux pas qu'il y ait de traces de moi. » En fait, souvent, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'au contraire, il vaut mieux y être pour savoir finalement les photos qui pourraient être prises à votre insu et qu'on pourrait trouver sur Internet. Dans ce cadre-là, je vous envisage pas forcément à choisir vos amis, mais je vous encourage, quand vous faites des soirées, qu'elles soient soft ou un peu moins soft, à toujours vous préoccuper du devenir des images qu'on va prendre à votre sujet. L'objectif, c'est pas d'être paranoïaque. Le sujet, c'est d'être à un moment donné respectueux de l'image de chacun. Et c'est un vrai sujet. Je vous parle de ça en toute connaissance de cause, puisque j'ai vécu une expérience il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, où quelqu'un de ma propre famille a publié une photo de moi dans un contexte familial sur Internet, et j'ai eu énormément de mal à lui faire supprimer cette photo, parce que pour lui, il n'y avait pas de problème. Pour moi, il y en avait un, pour lui, il n'y en avait pas. Pour faire supprimer cette photo, c'était juste très, 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 très compliqué. Voilà. Si je vois le profil Facebook de mon collègue de bureau, je me dis que ce que je vois est sa vie privée, effectivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre rapport à l'information a quelque peu changé. C'est-à-dire que quand vous allez voir le profil Facebook de quelqu'un, vous savez que vous êtes dans une zone quelque peu privée et que d'une certaine manière, c'est votre regard qui peut changer, enfin c'est la manière dont vous allez regarder ces informations qui peut être modifiée, et non pas forcément de la responsabilité de celui-ci de s'assurer que tout soit invisible. Donc le sujet de l'e-réputation, c'est pas de se dire j'ai un compte Facebook et j'ai tout bloqué parce que je veux absolument pas qu'on s'intéresse à moi. C'est pas forcément comme ça que je voudrais que vous le compreniez. Le sujet, c'est plutôt d'apporter une forme de cohérence. Vous dites que vous êtes un passionné de, je sais pas, d'informatique. Ok, comment ça se fait qu'on ne vous retrouve pas sur GitHub, par exemple? Comment ça se fait qu'on vous retrouve sur Facebook, on vous retrouve, je ne sais pas, on ne vous retrouve pas dans des groupes qui touchent à du développement spécifique, je ne sais pas, voilà. Donc le sujet, hein, c'est pas de cacher votre vie privée, de cacher votre compte Facebook, c'est plutôt d'essayer de maîtriser le contenu qui en ressort. Tout en sachant que les générations actuelles doivent également avoir pour conscience que si elles regardent votre compte Facebook, bah, c'est votre vie privée, quoi. C'est pas parce qu'elles ont une visibilité sur votre compte Facebook que c'est un problème. J'ai 100 amis sur Facebook. Je suis donc quoi ? Très bien, un utilisateur raisonné des réseaux sociaux, tout à fait. Globalement, vous avez eu la bonne réponse. Le sujet de fond, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir plein d'amis sur Facebook, vous pouvez en avoir 0. Plus vous en avez, plus vous prenez le risque à un moment donné que certains des amis de vos amis Facebook partagent des publications, partagent des photos de vous, et donc ainsi les répandent sur la toile à votre insu. Encore une fois, ce n'est pas un problème qu'elles soient répandues à votre insu, mais simplement il faut l'intégrer.
Annabelle émerge dans le classement et prend la tête. Je me fais attaquer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais? J'évalue la situation et j'agis en conséquence, tout à fait. Alors, je peux vous dire, là aussi, en connaissance de cause, que la rationalité que vous avez eue là, c'est-à-dire la bonne conduite, on a une tendance un peu à la perdre lorsque ça nous arrive vraiment. Si un jour vous voyez des informations vous concernant qui ne vous favorisent pas, qui ne vous mettent pas en conditions voulues, vous allez probablement avoir une attitude qui va à l'encontre de ce que vous venez de dire là. Donc ce n'est pas des situations qui sont évidentes à gérer, ça demande beaucoup de sang-froid et surtout d'être en quelque sorte bien entouré pour prendre la bonne attitude et ainsi éviter le phénomène dont je parlais tout à l'heure, l'effet Streisand, parce que les gens qui publient des informations à votre sujet, encore une fois, ils n'ont pas conscience du niveau de nocivité que ça peut vous générer. Dernière question, qu'est-ce que le big data ? Effectivement, les traces que je laisse sur les bases de données. Donc il y a une grande mode en ce moment, c'est de parler du big data. Je pense que vous avez au moins entendu parler de ce terme une fois dans votre vie. Il s'est avéré que j'ai écrit un livre sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on a une tendance à croire que le big data, c'est un truc loin, dédié aux grandes entreprises, etc. Ce qui est le cas, on va dire, sur le plan infrastructure. Mais à notre niveau de particulier, on est vraiment dedans. Il faut bien s'en rendre compte. À chaque fois que vous œuvrez sur Internet, les informations que vous mettez sur Internet, elles vont transiter entre différents serveurs, elles vont être capitalisées, stockées, et à un moment donné, ça va servir pour faire ce qu'on appelle du retargeting, du ciblage, de la communication omnicanale. En gros, ça va servir pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous pourriez consommer. Ce jeu est terminé, et je félicite Annabelle, Issam et Carole, qui sont les gagnants de ce classement. J'ai une image pour vous, si vous voulez. Je vais arrêter ce quiz maintenant et puis je vais vous présenter quelques slides. Voilà. Tac. Donc je reprends mon petit diaporama et puis je vous invite également à poser vos questions sur Twitter, sur le hashtag irréputation-Lyon1. Alors, les trois concepts sur lesquels je voudrais communiquer auprès de vous, c'est l'irréputation étudiant, l'irréputation salarié et comment nettoyer son irréputation. J'ai maintenant une quinzaine de minutes pour vous en parler, donc ça va aller vite. Alors, l'irréputation étudiant, je voudrais vous la résumer en 3 points. C'est des points qu'on a déjà évoqués au travers du quiz. Évidemment, vous ne maîtrisez pas votre image, vous ne maîtrisez pas votre irréputation. La première chose que l'on fait, l'attitude qui est souvent la plus immédiate quand on vend des prestations d'irréputation, en tout cas quand j'en vends moi, et je sais que les confrères font pareil, c'est pas forcément de faire disparaître ce qui vous rend inconfortable, c'est plutôt de faire monter des choses qui vous sont confortables. Donc la meilleure maîtrise de votre irréputation, c'est de se concentrer sur ce qui vous favorise et non pas sur ce qui vous défavorise. Une bonne irréputation n'est pas une irréputation exemplaire, c'est pas monsieur parfait, au contraire. Quand je fais du recrutement, par exemple, je recrute beaucoup de commerciaux et donc forcément je les googleise, je m'intéresse à eux et je regarde un peu ce qui ressort sur Internet. Et pour être honnête, la chose qui me préoccupe le plus, c'est quand je vois strictement rien à leur sujet. Parce que je ne sais pas quoi penser. Je me dis, en fait, ils n'ont même pas de compte LinkedIn, ils n'ont même pas de compte Facebook. Du coup, je vais tomber sur qui, en fait? Je vais le voir en entretien et il va me dire quoi? Il va me dire qu'il est déconnecté d'Internet. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc le sujet, c'est pas d'être parfait, le sujet, c'est de laisser transparaître des informations qui vous sont pas défavorables, de préférence favorables. Et puis, un contenu publié à un instant T ne peut jamais disparaître, ou peut disparaître, mais réapparaître un jour. Là, j'ai mis peut ne jamais disparaître ou réapparaître un jour. Alors, j'ai pris des exemples de cette photo. Vous ne connaissez probablement pas cet exemple parce que c'est une espèce de private joke. C'est deux jeunes, un jour, qui ont créé une agence de com. Et ils ont fait une vidéo sur YouTube pour communiquer autour de leur société. Et ils l'ont fait d'une manière très maladroite. Tellement maladroite qu'ils ont été viralisés par un site qui s'appelle Espion. Et ils ont fait ce qu'on appelle un bad buzz, en fait. Voilà. On en a parlé d'eux en mal pendant plusieurs jours. Et donc, la chose immédiate qu'ils ont faite, et d'une certaine manière, c'était la bonne attitude, c'était de supprimer la vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants? Celle-ci a été republiée, c'est-à-dire qu'elle a été téléchargée par des pseudo-blogueurs, enfin bref, des internautes, et ceux-ci les ont republiés. Et donc, cette vidéo, à chaque fois qu'il la faisait supprimer, elle réapparaissait. Et il y a encore 3 ans, je crois, on l'a vu réapparaître sur un site russe. Donc, vous imaginez qu'à chaque fois qu'ils se battent pour faire supprimer ce contenu, ils doivent se battre avec la réglementation locale, en l'occurrence la réglementation russe, dans mon dernier exemple. Voilà pour les réputations étudiants. J'insiste, si vous avez des questions, je serai preneur. Maintenant, parlons de l'irréputation salariée. Alors, l'irréputation salariée, je vais vous donner un exemple très simple. 5 minutes. L'irréputation salariée, je vais vous donner un exemple très simple que j'ai vécu, que je suis en train de vivre en ce moment. Il y a une grosse boîte qui est en train de racheter une boîte un peu plus petite dans l'audiovisuel. La grosse boîte, c'est Disney. La plus petite, je ne vous donnerai pas le nom. Et en fait, tous les salariés de cette entreprise sont en train de comprendre qu'ils vont devoir s'en aller. Et donc, j'ai 100 personnes à former sur comment on va se créer un compte LinkedIn. Et l'élément qui est positif, c'est qu'ils vont se former sur LinkedIn. L'élément qui est un peu négatif, c'est qu'ils s'en préoccupent maintenant qu'ils cherchent du travail. Or, comme vous le savez, les réseaux, que ce soit humains ou numériques, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que leur idée, c'est de dire, bon, je viens en formation pour me former sur LinkedIn, mais dès que j'aurai trouvé du travail, je mettrai cet outil de côté. Et donc, ça, c'est pas la bonne attitude, d'un point de vue général, de mon point de vue, parce que du coup, vous n'allez pas construire votre réseau professionnel, et donc du coup, vous n'allez pas maintenir votre employabilité, et donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est que votre personnalité impacte tout autant que votre CV. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand je recrute des gens, j'ai envie de savoir qui c'est qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand vous m'envoyez votre CV, la question que je me pose très rapidement, mais après avoir lu juste les 2 premières lignes du CV, c'est « ouais, mais en fait, il y a quoi derrière ?» Parce que de toute façon, que vous ayez votre bac plus 2, bac plus 5, bac plus je ne sais pas combien, de toute façon, je ne sais même pas si c'est vrai déjà. Donc vous pouvez me raconter ce que vous voulez, de tout ce que vous avez étudié ou pas, je ne sais pas si c'est vrai. Et vous le savez, aujourd'hui, j'ai envie de dire presque... il y a plein de cas où on a des gens qui ont usurpé des diplômes, etc. Donc le sujet de fond, c'est en fait qui vous êtes vraiment. Et c'est d'autant plus un problème que... ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises en ce moment, elles ne sont pas toutes dans des meilleures postures. On n'est pas toutes les entreprises n'ont pas des dispositions à recruter des gens comme ça à l'appel. Voilà. Et du coup, quand on se plante en termes de recrutement, c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand on forme quelqu'un, ça nous prend du temps, on investit du temps sur celle-ci, et si après on se rend compte que ça matche pas, c'est-à-dire que la personne elle n'a pas la culture d'entreprise, elle n'est pas en cohérence avec l'entreprise, du coup elle devra partir, et nous on aura perdu tout un temps à former cette personne. Globalement, il faut à peu près 2 ans pour avoir un retour sur investissement sur un salarié. Vous rentrez dans une entreprise, l'entreprise investit sur vous, vous vous dites « chouette, j'ai un job », c'est votre point de vue et c'est normal, mais l'entrepreneur, il se dit
J'espère que ça va le faire. Alors, il y en a qui se posent un peu moins cette question parce qu'ils ont plus d'argent que d'autres, mais souvent ils se disent j'espère que ça va le faire, c'est-à-dire que je mets X euros sur la table et dans 2 ans, normalement, il sera bon, il sera fort, il sera rentable. Si ça ne le fait pas, eh ben, vous ne serez pas rentable et vous partirez et il aura perdu son recrutement. Donc pour éviter ça, on va être obligé de s'interroger sur votre profil, on va être obligé d'essayer de savoir qui vous êtes vraiment. Et ce que vous dites en rendez-vous, en entretien de recrutement, c'est intéressant, mais en fait, on veut vraiment en savoir plus, on veut savoir surtout si vous êtes cohérent. Parce que c'est facile d'être bon à un entretien, en fait. C'est facile de se montrer sur son meilleur aspect. Je vois que vous êtes très bien habillé, je vous félicite. Mais si ça se trouve, dans la vraie vie, vous êtes un hard rocker acharné avec une capuche sur la tête. Et c'est pas un problème d'avoir une capuche sur la tête. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, on a besoin de savoir si tout ça, c'est cohérent. Voilà. Donc pour ça, on a envie d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes. Et donc pour savoir qui vous êtes, il faut qu'on ait plus d'informations à votre sujet. Pourquoi pas le CV vidéo, par exemple. Donc je ne vous demande pas de vous faire une channel YouTube comme Norman ou je ne sais pas qui, mais c'est un contenu qui peut être intéressant. Il ne faut pas croire que les éléments qui ne sont pas forcément maîtrisés jouent en votre défaveur, bien au contraire. Dernier point, et ensuite on passera aux questions si elles veulent bien venir. Comment nettoyer son e-réputation? Alors le premier point, c'est d'être vigilant. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez à un événement, quel qu'il soit, vous avez quelqu'un qui sort son smartphone avec beaucoup de facilité et de naturel, et il vous prend en photo. Et en fait, lui, ça ne le dérange pas de poster votre photo sur Internet, mais vous, peut-être que ça vous pose des problèmes. Donc le sujet, c'est déjà de se préoccuper de ce qui est diffusé aujourd'hui. Et en quelque sorte, d'être... pas forcément intransigeant, mais la négligence que vous avez aujourd'hui vous courra après pendant de nombreuses années. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, je vais vous en parler parce que je trouve ça super drôle et en même temps super délicat. Un jour, je me demandais qu'est-ce que devenait une fille que j'avais eue quand j'étais à l'école, au lycée. Et donc, je l'ai googlisée. Et quand je l'ai googlisé, j'ai vu un blog d'une personne qui était tombée éperdument amoureux de cette personne. Et du coup, il y avait une espèce de déclaration d'amour sur Internet à son sujet. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, je pense qu'un jour, elle a dû découvrir ça et elle a dû se dire « Oh là là, le pauvre, je vais l'ignorer parce que vaut mieux l'ignorer. » Et en fait, je pense que d'une certaine manière, elle avait raison de le faire, mais à l'époque, quelques années plus tard, c'était un gros problème professionnellement parlant. Le deuxième point, c'est que juridiquement parlant, vous avez le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, ça veut dire que juridiquement parlant, si on s'en tient au texte de loi, au bout de 2 ans, après qu'on ait publié quelque chose à votre sujet, par exemple si vous avez commis quelque chose de très grave, ou peu importe que ce soit grave ou pas, si on publie quelque chose à votre sujet, vous avez le droit de demander, juridiquement parlant, après 2 ans, à ce que cette information soit retirée. C'est comme ça que j'ai nettoyé les réputations de certaines personnes politiquement placées. Et le dernier point, c'est que c'est un combat, pour nettoyer votre réputation, c'est un combat. Il faut être clair que quand les gens ils veulent vous nuire, c'est pas un combat facile. Les gens ils s'entêtent, ils remarquent que ça vous fait réagir lorsqu'ils mettent des informations négatives à votre sujet. Et donc à ce moment-là, il va falloir se battre. Et pour se battre, il vaut mieux être équipé. Et donc, il existe des assurances e-réputation. Si vous contactez votre assureur, il a très certainement ça dans son panel de produits. Ça s'appelle image numérique, ça dépend des sociétés. Et ça vous permet de couvrir des droits d'avocat, des frais d'avocat, pardon, pour faire respecter vos droits si cela venait à s'envenimer. J'ai fini pour ma présentation, il est 15h41, j'ai encore 4 minutes avec vous, si vous voulez, pour qu'on puisse répondre à quelques questions éventuelles. Y a-t-il des questions? Alors, il y a un micro qui va arriver. Merci. Pour le droit à l'oubli, est-ce que c'est compliqué les démarches? Alors, en fait, c'est une super question, parce qu'en fait,
la première chose que je vous invite à faire, c'est d'être très vigilant sur, entre guillemets, l'effet Streisand dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous voulez supprimer un contenu, la personne qui est en face n'est pas forcément au courant du niveau d'importance de l'information qu'elle a publiée. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de savoir qui est en face. Est-ce que c'est un petit blogueur qui n'a pas fait exprès? Est-ce que c'est un ami qui vous veut du mal? Est-ce que c'est une entreprise? Et à partir de là, il faut déjà évaluer cet aspect-là. Une fois que vous avez évalué cette dimension-là, il faut essayer de voir si vous êtes, entre guillemets, en position de force. C'est-à-dire, est-ce que vous avez tort ou raison? J'entends par là que si vous avez commis un crime, les gens, ils sont tellement contents de dévoiler au grand public que vous avez commis un crime que vous n'êtes peut-être pas en position de force. Maintenant, supposons que ce soit une information banale. Les procédures sont longues, mais globalement, ça peut bien se passer. En gros, ça se passe bien dès que l'interlocuteur en face reçoit un courrier d'un homme qui représente la loi d'une certaine manière. Donc soit un avocat, soit la société d'assurance qui vous protège. Et là, généralement, en face, ils comprennent qu'ils sont en train de rentrer dans une dimension différente face au problème. Mais pour en arriver là, il faut quand même être patient. Parce que l'assurance, quelle qu'elle soit, c'est pas parce que vous dites « Ah, j'ai quelqu'un qui a mis un mauvais commentaire sur moi sur Facebook qu'elle va réagir ». Comme toutes les assurances, ça met un peu du temps pour se débloquer, et c'est volontaire, parce qu'ils ne veulent pas avoir ce qu'on appelle des sinistres, c'est-à-dire engager, vous payez, je sais pas moi, 5 € par mois. 5 € par mois, s'il faut payer 500 € d'avocat à chaque fois, ça ne va pas être rentable. Voilà. Donc, en théorie, c'est simple, mais c'est long. Et surtout, il faut être vigilant pour pas qu'en face, ça riposte, parce que voilà, ça peut aussi générer d'autres éléments négatifs à votre sujet. Mais du coup, si c'est nous-mêmes, ça devrait pas être compliqué. C'est-à-dire que vous avez publié des photos qui vous mettent en défaveur sur Internet et vous aimeriez les supprimer, mais vous ne savez pas faire, c'est ça? Par exemple, enfin c'est un exemple, peu importe si c'est votre cas ou pas. Mais... Disons que, par exemple, j'ai pas de cas concret. Vous voulez donner l'exemple? Donnez peut-être l'exemple que vous vivez, si c'est pas indiscret. Non, j'en ai pas. Justement. Vous n'avez pas, c'est juste une question, d'accord. Disons qu'on a créé plusieurs comptes en notre nom. Ah. Et que quand on tape notre nom sur Google, on trouve tous nos comptes. Eh oui, d'accord. On en revient un peu au chapitre 1 que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de s'emballer effectivement, et de crier sur tous les toits, faut peut-être s'interroger simplement sur la faisabilité technique, effectivement. Je vous donne un exemple que j'avais vécu. Donc, pour un homme politique, j'étais bien payé pour faire ce travail que j'ai trouvé, simplement parce que la personne n'arrivait pas à supprimer son propre compte. C'était ridicule, enfin sur le plan technique, c'était ridicule. Et donc, simplement, j'ai pris un login, j'ai pris un mot de passe et j'ai à un moment donné réinitialisé le mot de passe et ça m'a suffi pour supprimer le compte, quoi. Je pense que ce qu'on pourrait peut-être résumer par rapport à votre question, c'est que, effectivement, quand vous créez un compte, c'est comme ça que je le reformulerai en tout cas, quand vous créez un compte sur un site, quel qu'il soit, on va dire Twitter par exemple, faut toujours s'interroger sur le nom que vous vous donnez et sur les publications que vous allez faire derrière, parce que finalement, on a vu que ça ne s'effaçait pas. Et donc, quand vous créez un compte sur Internet, quel qu'il soit, faites attention à un moment donné à ne pas vous trahir vous-même. Hein. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser un pseudo, et qu'en fait, à un moment donné, on arrive à croiser votre pseudo avec votre vrai nom, ça peut être désagréable. Peut-être une dernière question. Pas de questions. Bon. Écoutez, je vais clôturer. Donc, d'abord, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Ceux qui veulent venir chercher leur petite image, ils peuvent venir. J'en ai toujours en stock. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage dans votre recherche d'emploi. A priori, j'ai pas trop de doutes sur votre réussite globale. Pour votre réputation, je ne sais pas. Et puis, il y a une conférence qui vient juste après, qui parle, qui est sur les
c'est un concours en fait. Je crois que c'est Startup, non? C'est quoi qui est le concours? L'international. Okay. Voilà. Bonne journée à vous.